scrutin se tiendra les 22 et 29 janvier. Aujourd'hui, je suis conscient des risques ce midi, que ferait courir une démarche qui la mienne sur l'actualité, sur l'analyse et qui apporte, n'est-ce pas, l'éclairage chrétien. C'est l'éclairage que nous croyons indiqué et le mieux, n'est-ce pas, disant pour apporter un éclairage, un point de vue pour éclairer l'actualité. Parce que nous croyons que celui qui est chrétien est mieux placé de par sa nouvelle naissance pour dire ce qu'il faut dire selon le plan de Dieu, selon le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là, nous revenons sur l'actualité, nous apportons notre lecture, notre pertinence et nous sommes persuadés que ce que nous apportons contribue à bâtir cet idéal chrétien qui éclaire les nations. Et aujourd'hui, nous avons des panélistes que vous appréciez, que vous connaissez, mais bien sûr quelqu'un de nouveau aussi. Mais avant ça, nous allons présenter celui que vous connaissez déjà. Bonjour, Pasteur Othon. Bonjour, Saint-Victor. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est également un plaisir, c'est renouvelé chaque fois que je suis là. Je dis bonjour également à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui. Bien. Et nous avons de l'autre côté du plateau, c'est quelqu'un que je vais appeler Théo, simplement, et qui aime bien cela. Bonjour Théo. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir, hein, c'est une première aujourd'hui d'être avec vous sur ce plateau. Oui. Mais nous avons la prétention d'apporter suffisamment d'éléments d'éclairage pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. C'est un plaisir partagé et j'aimerais bien apporter ma petite pierre à l'édifice. D'accord. Bien, vous êtes sur Agora. Et nous allons prendre le premier sujet dans les brèves. Et le premier sujet porte sur cette nouvelle qui a retenti au cours de la semaine, notamment avant-hier. C'est le président Hollande qui a annoncé de manière officielle qu'il renonçait à se présenter aux élections, aux primaires de la gauche, parce qu'il faut rappeler que là, en France actuellement c'est la gauche qui est au pouvoir et pendant ce temps à la droite François Fillon a été retenu comme celui qui va défendre les couleurs de la droite française. Cependant l'extrême droite se prépare et à la gauche il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de tergiversation parce qu'on ne sait pas qui sera dans le candidat, le dauphin désigné. Le Premier ministre Manuel Valls est en train de se préparer. Il n'a pas encore donné sa posture, sa position officielle. Cependant, nous avons des personnages non moins célèbres comme Emmanuel Macron qui s'est occupé du budget avant de démissionner, qui a déjà dit clairement quelles sont ses intentions. Pasteur Othon, voilà la France qui nous envoie une leçon de démocratie, parce qu'il faut le dire, voir un président qui est au pouvoir, mais qui dit je renonce à briguer un second mandat, alors que la Constitution le lui permet, ce n'est pas tous les jours. Donc, leçon de démocratie, je ne crois pas. Ah bon? Non. Hollande ne sort pas par démocratie. Hollande sort parce que, très justement, il est contraint à sortir. Tout a été mis en place pour qu'il ne puisse pas se représenter. Il ne refuse pas de se représenter par rapport. Il refuse, pour moi, dans mon analyse, Hollande refuse de se représenter pour ne pas noyer la gauche. Tout simplement. Donc, il y a déjà, il faut le dire, hein, quand on a ceux qui ont suivi, que ce soit les primaires de la droite, il est également, c'est un qui est présenté aujourd'hui comme quelqu'un qui n'a pas su assumer la fonction de chef d'État. Et bon, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, avec les promesses, bon, il se bat à convaincre les Français aujourd'hui que les promesses, il a tenu quand même qu'il a fait quelque chose. Je ne suis pas en train de le nier, mais je suis en train de dire tout simplement que les Français qui regardent Hollande aujourd'hui, si la gauche était partie avec Hollande, elle perdait d'office. Donc je ne pense pas également, hein, quand je regarde Manuel Valls qui est en train de faire des vagues, je ne sais pas si avec lui ça va passer, parce que d'une façon ou d'une autre, il est quand même impliqué dans ce gouvernement et il y a contribué d'une façon ou d'une autre. Donc on peut, et on a de l'autre côté quelqu'un qui sait bien le faire, François Fillon, qui sait bien le faire. Il a beaucoup de choses qu'il peut trouver, des dossiers qu'il peut trouver pour incriminer également Manuel Valls. Tu as parlé de Macron tout à l'heure. Il a peut-être su sortir bien avant de ce gouvernement. Il a commencé à positionner ses cartes. Donc, quand les gens disent aujourd'hui que Valls est en train de se préparer, et il a commencé à se préparer depuis. Moi, je pense même, dans mon analyse, qu'il a joué beaucoup, il a été pour beaucoup dans la sortie, je vais dire,
moins glorieuse de François Hollande. D'accord, bien, c'est votre point de vue. Hein. Mais Théo, quand on pense que François Hollande a été le président le plus victime d'attentats en France, hein, on se souvient de Charlie Hebdo, on se souvient des attentats au supermarché. Il y a beaucoup de choses qui ont entaché son règne et qui peut-être l'auraient empêché de déployer sa politique à lui. Est-ce qu'il n'est pas victime de ces éléments ou alors est-ce que, comme le pasteur Autant le pense, est-ce qu'il est juste victime de sa nature? On peut dire ce qu'on veut, mais le geste de François Hollande, à mon sens, est un geste de grande démocratie. Oui. J'estime que c'est un démocrate parce que l'impopularité n'a pas souvent empêché certains présidents de se représenter. Tout à fait. Et d'user de manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Elles peuvent être ces manœuvres légales ou limite légales, sinon illégales. Donc, pour moi, ce geste est un geste démocratique. Bon, maintenant, le mandat, tout le mandat de François Hollande n'est pas à jeter parce qu'effectivement, je ne vois pas beaucoup de personnes qui auraient été dans d'autres dispositions dans ces circonstances d'attentats multiples pendant sa mandature. Donc, il faut être quand même modéré dans le jugement que l'on fait de cet homme qui, soit dit en passant, s'est aussi nourri de ces attentats-là et de la crise mondiale dans laquelle il a fallu qu'il intervienne comme un chef. On se souvient de ces images de Liès quand il arrivait au Mali, oui, comme le sauveur. Oui. Toutes ces choses-là ont fait grimper sa popularité en France. Donc, je pense quand même que c'est un démocrate, quoi qu'il en soit. Mais Théo, juste une perche. Hein. Quand il est arrivé au Cameroun, le chef d'État camerounais, Paul Biya, lui a dit « Ne reste pas au pouvoir qui veut ». Mais est-ce que cette parole n'est pas en train de s'accomplir dans son parcours? J'ai envie de dire que c'est une parole prémonitoire. C'est un vieux sage. Il y a un proverbe africain qui dit que c'est qu'un sage voit étant assis, le jeune ne le voit pas même s'il monte sur le palmier. Oui. Donc, Paul Biya, qui lui est un homme aguerri, qui sait comment gérer son pouvoir, lui a fort heureusement dit et l'a prévenu en lui disant que vous pouvez peut-être me reprocher de rester longtemps au pouvoir, oui, mais ce n'est pas donné et je vous garantis que même si vous essayez, vous ne pourrez pas. Et on a vu ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Pasteur Autant, il n'y a rien à retenir de bon du passage de François Hollande à l'Élysée. Il n'y a rien. Il est quand même venu au Cameroun. On sait que ça fait longtemps on attendait un président français qui visiterait le Cameroun et qui prendrait quand même... Hein, je voulais dire qu'il y a quelque chose, il y a forcément quelque chose de bien à retenir de son passage à l'Élysée. Ben, ce n'est pas quand tu dis il est quand même venu au Cameroun, du coup je bloque. Je dis oh, il est venu au Cameroun, on a attendu la visite d'un président français au Cameroun, il est venu au Cameroun, quel profit pour le Cameroun? Oui. Du coup, si je regarde ça comme ça, je dis on n'a rien de bon à retenir. Il est venu au Cameroun, qu'est-ce que ça a apporté comme intérêt à moi, le Camerounais? Je n'ai pas vu, j'ai plutôt vu les intérêts. Là maintenant, parlant du côté français, j'ai plutôt vu les intérêts français qu'il est venu défendre au Cameroun. Ça, au moins, bon, on dira qu'il aura fait quelque chose. Et aussi, il faut dire, avec les crises qu'il a eu, les attentats qu'il a eu en France, je pense que pour ce qui est de la gestion des attentats, on n'a pas beaucoup à reprocher à Hollande sur ce point. Bien, après François Hollande, un autre président qui nous sert une très importante leçon de démocratie, c'est le président Yaya Jammeh, président de Gambie. C'est un État qui est coincé au niveau du Sénégal. Ce président a, de manière magistrale, appelé son adversaire en plein débat télévisé pour lui dire, même pas en plein débat, il avait un discours, il a appelé l'adversaire pour lui souhaiter les félicitations parce que celui-là, Adama, a gagné les élections. C'est presque, je pense pas qu'on ait un exemple pareil en Afrique, Théo. Un exemple typiquement pareil, non, mais bon, on a vu quand même Abdoulaye Wade se retirer de façon pacifique, même si la campagne avait été houleuse. Oui. Il s'est retiré de façon pacifique et a laissé son successeur gérer le pays tranquillement.
ça n'a pas été le cas de d'autres personnes, d'autres présidents sortants. Oui. C'est un geste... On a vu, pour ajouter, hein, on a vu Goodluck, Jonathan, il a fait presque la même chose. Non? Il a appelé son adversaire. Mais pas en direct, en plein discours, il appelle et puis il félicite le voilà, président. en plein discours, bon, je pense que c'est de la communication, en réalité. Comme je le disais en off, je pense que ce monsieur est dans la perspective future. C'est-à-dire qu'il voudrait qu'on le voit d'une certaine façon, parce que après 22 ans au pouvoir, croyez-moi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de casseroles. Et le fait de sortir de cette façon-là est peut-être une sorte de façon d'éviter tout ce qui arrive et d'entrer dans la mémoire collective comme étant un démocrate et quelqu'un qui a cédé le pouvoir dans la paix. Voilà. On se souviendra quand même de lui, hein, de Yahya Jammeh, comme étant le président qui a fait de la Gambie un État islamique. Il l'a clairement dit. Et ensuite, il est un des rares chefs d'État africains qui a pris position ouvertement contre l'homosexualité, en disant que si vous êtes homosexuel dans son pays, ça ne vaut pas la peine, la prison ou bien l'exil. Voilà au moins ce qu'il a fait, Yahya Jammeh. Nous passons à notre point, à moins que Pasteur Othon, vous voulez dire quelque chose sur Yahya Jammeh? Non, pas particulièrement. Je pense que, bon, on a dit ce qui a lieu de dire maintenant. On voit la suite avec... lui, il a dit, hein, Théo l'a dit tout à l'heure, bon, peut-être il est sorti de cette façon-là pour mieux se positionner, peut-être pour attirer l'autre à faire des accords et tout le reste. On va voir à la suite ce que ça va nous donner. D'accord, merci. Nous prenons un autre sujet. Nous parlerons d'un sujet d'actualité pour nous au Cameroun. Sachant bien sûr, hein, le sujet du jour, c'est la question anglophone. Je précise bien la question anglophone parce que nous ne voyons pas cela comme étant une crise ou comme un problème, mais plutôt comme une question. Parce que, vous savez, face à une question, il est important de comprendre la problématique afin de mieux aborder les réponses. Et nous allons prendre cependant le troisième point au sujet des brefs. Pasteur Othon, vous êtes reconnu hein, sur ce plateau comme étant un fervent supporter des Lions indomptables. Dans quelques heures, pour ne pas dire à 16 heures, elles entreront dans l'arène du stade Amadou Ahidjo pour livrer cette confrontation, le dernier match, la finale, contre le Nigeria. Qu'est-ce que ça vous fait quand on sait que vous avez des affinités nigérianes? Est-ce que nous sommes face à quelqu'un à qui nous devons faire confiance quand on vous regarde? Si j'ai le 100% camerounais, j'ai des amis nigérians, voilà, ben, si on me demandait de choisir entre le Cameroun et le Nigeria, il n'y a pas de choix à faire. Je suis camerounais et je supporte à 100% les Camerounais. Okay. Je ne saurais, et beaucoup de raisons le justifient, je ne saurais donner cette coupe si j'étais Dieu. Je ne saurais donner cette coupe aux Nigérianes pour une fois qu'elles apprennent aussi à rentrer bredouille. Oui, parce qu'il faut rappeler, hein, Théo, qu'elles nous ont battus déjà à 2 reprises. À 3 reprises. 3 reprises, je veux dire, au stage de la finale. Oui, oui, exactement. Au stage de la finale, ils ont battu déjà 2 fois. Je suis moins enthousiaste. Ah bon? Je suis moins enthousiaste parce que après avoir vu les Nigérians jouer, j'estime qu'on est en grand danger. Et je ne voudrais pas être pessimiste, mais je préfère considérer que les Lions se battent, mais vraiment, vu le réalisme des Nigérians, leur expérience et leur talent, je crois qu'il faudrait qu'on prie encore beaucoup pour que nous puissions gagner cette coupe. Je ne vais pas partager. Je ne vais pas partager. Le talent, la verve des Lions, vous pensez que c'est dû à la prière? La prière accompagne tout ça. La prière accompagne tout ça, oui. Et il faut le dire, hein, par rapport à la prière, comme il le disait, je sais que j'ai tagué un peu par rapport à ça sur les réseaux sociaux, en disant, les Nigérians, forcément, ce sont des gens qui prient beaucoup, et je demandais aux Lions également d'adjoindre à la prière à tout ce qu'elles vont faire pour gagner d'abord la bataille spirituelle. Ou bien nous prenons cette auditeur. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais juste apporter une modeste contribution par rapport à le pronostic que l'on donne pour les Lions. Oui. Vous savez, le match qui va se jouer là, ce sera un peu comme contre Donald Trump. On ne vendait pas trop cher. Très bien suivi, ce sera un peu comme... Oui, je dis c'est un peu comme les élections américaines, Donald Trump contre Hillary Clinton. Okay. Sachant bien sûr que le Cameroun pourrait être... On ne vendait pas trop cher sa peau. Et puis il a créé la surprise. Bon, moi je suis vraiment confiant pour ce Lion, vraiment. Merci. D'accord, merci. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Quand Théo parle
ils regardent le Nigeria, les matchs de poule du Nigeria. Oui. Ben, ce n'est pas ce qu'on a vu vers la fin. Moi, je savais que tout ce qui passerait par le Nigeria se ferait écraser. Leur dernier match, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Contre le Ghana. Contre le Ghana, Oui. je pense que Dieu a voulu que ça continue comme ça. On aurait eu comme adversaire le Ghana aujourd'hui. Donc on ne va pas dire que contre le Ghana, le Nigeria a vraiment, ou les Nigérians ont vraiment brillé de mille feux. C'est encore un espoir aujourd'hui. Ce que les Ghanéens ont fait aux Nigérians doit motiver les Lions pour dire, comme Aboudi Ongeni a dit, nous sommes les lions, tout ce qui est comme proie, nous allons chasser, tout simplement. Moi je crois qu'elles sont à la chasse et je vois en elles l'esprit d'une lionne. Qu'elle livre le match qu'elle a livré la dernière fois. Je sais que les Nigérians, eux aussi, elles également, savent que le match qu'ils vont livrer aujourd'hui ne sera pas un match facile. C'est pas, c'est pas comme si elles rencontraient un petit pays. J'ai suivi Bien quelques sûr. Nigérians qui ont dit le Cameroun nous a toujours causé des problèmes. Tout Donc à fait. ils savent que aujourd'hui, bon, moi je vois, je donne la victoire aux Lions. Maintenant, on attend la suite. Très bien, ça nous rappelle, hein, ce scénario nous rappelle le match qui avait opposé l'équipe nationale Fagnon, cette fois-ci les hommes, les Lions indomptables, contre l'équipe nigériane. C'était en finale, si vous vous rappelez, c'était en l'an 2000, je pense. 2002. 2000. Ok, à Surulere. C'était ce stade mythique sur lequel l'équipe nigériane n'avait jamais perdu. Et on se souvient que Patrick Mboma, Samuel Eto'o, c'était les deux qui avaient marqué. Et le score était allé jusqu'au pénalty, deux buts partout jusqu'au pénalty. Et les Lions ont fini par s'imposer avec un but magique du capitaine Courage, le capitaine Alexandre le Rigobert Song. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que l'histoire va se répéter? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les dames, les femmes. On attend toujours le but de Gaël Nganamut qui s'attarde à venir. Hein. L'histoire peut se répéter. Et si l'histoire doit se répéter, alors les Nigérians sont censés s'imposer ce soir Bon. au stade Omnisport Je vais analyser autrement. de Amadou Ahidjo à Yaoundé. Si l'histoire se répète, hein, c'est Si qu'il n'y aurait l'histoire pas se tort. répète, alors les Nigérians vont Parce s'imposer. que c'est la minorité qui Bon, avait rapporté ce jour. je voudrais dire, Si. je voudrais dire aux Camerounais. L'histoire dit que les Camerounais ou alors l'équipe camerounaise a souvent cette malchance de perdre à Yaoundé. Donc ces Il choses faut rappeler peuvent que les Lions également... n'ont jamais perdu à Fandena. Il faut le Voilà, rappeler, donc hein. aujourd'hui, en fait, on essaie de combiner l'histoire Oui, de Lyon oui, oui. ici. Donc aujourd'hui, parce que lorsqu'on parle, là-bas également c'était des garçons. Oui, avec oui. l'autre. Donc Ils n'avaient pas perdu hier- aussi à Surulere. Voilà, Ils ont perdu aujourd'hui- ce jour-là. Voilà, aujourd'hui, si ils ont l'habitude de perdre à Yaoundé, l'histoire va changer aujourd'hui et elles vont gagner. Donc moi je Bon. vois plutôt ça comme ça. Bon, je sais que ça sera un match difficile. Je le vois peut-être arriver au tir au but à la fin, mais je sais que peu importe ce qu'elles feront. Nous aujourd'hui- allons rappeler hein, que les Lions n'ont encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Ça semble curieux, mais depuis aucun but encaissé. Pendant que le Nigeria a au moins encaissé un but, il faut le rappeler. Donc nous avons une très bonne défense, pour ne pas dire la meilleure défense du tournoi jusqu'à présent. Nous allons prendre le sujet du jour, qui est un sujet qui n'est pas des moindres, parce qu'il est allé jusqu'à ébranler un peu l'équilibre de l'État camerounais, la question anglophone. Voilà une question qui se pose aujourd'hui et qui fait la une des choux gras des journaux, pour la simple raison que tout est parti d'un problème, d'un épiphénomène, si on peut se permettre l'expression, c'est-à-dire des avocats anglophones de la common law qui grèvent pour un élément qui aujourd'hui est perçu comme légitime, celui d'avoir des textes traduits en anglais, partant, n'est-ce pas, de textes de l'OHADA qui leur sont imposés et pour lesquels ils ont des difficultés d'utilisation d'emploi. Par la suite, nous ne savons pas très bien comment et par quelle alchimie les choses se sont produites, mais les enseignants anglophones ont pris le relais pour dire qu'ils estiment que le système d'éducation ne favorise pas l'anglais et ne favorise pas les anglophones. Ainsi, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec un phénomène, passant d'un épiphénomène, on s'est retrouvé dans un phénomène. Ça devenait déjà un peu plus sérieux, plus compliqué. Il y a de cela quelques jours, ce sont les étudiants de UB, c'est-à-dire l'université de Boya, qui ont pris le relais et qui cette fois réclamaient aussi et à la fois, n'est-ce pas,
une certaine revalorisation à l'égard des sanctions qui leur étaient infligées, parce qu'il fallait pour chaque étudiant payer la somme de 10 000 francs lorsqu'on était en retard dans le paiement de ces tranches de scolarité, ce qui semblait injuste pour eux. Et je me souviens que lorsque j'étais à l'université de Douala, nous allions jusqu'à payer parfois quelques semaines, quelques jours avant la composition. Mais chez eux, une fois que tu as raté le début, il fallait à l'université de Douala, il faut payer plus 10 000 francs. Ensuite, deuxième réclamation des étudiants, la somme de 50 000 francs promise par le chef d'État, la prime d'excellence, n'a pas été reversée, sinon pas à tout le monde, sans explication aucune. Voilà au moins des griefs sur lesquels les étudiants se sont prononcés, et cela a donc occasionné, n'est-ce pas, une crise. Et au sein de cette crise, on a connu une entrée en force des forces de l'ordre dans le campus universitaire, et s'en est suivi une chasse à l'homme. Les étudiants, d'aucuns même sont encore arrêtés aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, parce que jusqu'à hier encore, nous avions certaines personnes qui n'étaient pas visibles sur le campus et partout ailleurs. Donc ceci nous amène à nous interroger sur la question anglophone, parce que cela a justement servi de prétexte et d'argument pour plusieurs quant à ramener au goût du jour des éléments tels que la sécession, tels que le fédéralisme, tels que la décentralisation. Et on s'est même demandé quelles étaient les réelles motivations. Qu'est-ce qui au départ même a expliqué cela? Et pour qu'on arrive à passer d'un problème purement corporatif, c'est-à-dire celui des avocats, à se retrouver avec des drapeaux qui circulent sur Facebook. Vous avez peut-être remarqué dans les réseaux sociaux, on parle de l'Ambazonie, on parle du Southern Cameroun, beaucoup de choses. On n'a pas très vite compris la transition, mais durant cette émission, avec le concours de nos auditeurs, vous qui écoutez à la maison, vous qui écoutez un peu partout ailleurs, avec vous, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus pour comprendre la profondeur de la question anglophone, laquelle question pour nous demeure une question, non pas un problème, parce qu'à une question, on peut apporter des réponses amélioratives plutôt que des réponses péjoratives. Donc, à cet effet, Théo, Pasteur Othon, avec vous et avec les historiens tels que le professeur Emmanuel Tchumchoua, et même un pasteur que j'ai, un ami que j'aime bien, Gospel Marshall Congo, qui nous appellera tout à l'heure, nous allons essayer de comprendre. Parce qu'est-ce qu'il est important aujourd'hui de revenir même sur les fondements de l'État. Nous avons écouté le point de vue du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Laurent Esso, qui a dit clairement qu'il ne fallait pas faire d'un problème purement corporatif un problème national, et qui a donné son point de vue. Nous avons considéré cela. Mais nous voulons vous donner la parole, mais nous voulons aussi apporter un éclairage, parce que nous croyons que l'Église de Jésus-Christ est mieux placée pour apporter son éclairage et pour donner son point de vue sur la nation. Si une Église ne peut pas se prononcer sur les sujets de l'État, sur les sujets de la nation, elle ne peut donc pas se pouvoir et prétendre avoir un mot à dire sur la nation. Parce qu'en réalité, le rôle de l'Église, c'est d'être la lumière du monde, le sel de la terre. Ensuite, dira l'apôtre Paul, la colonne et l'appui de la vérité. À cet effet, j'aimerais qu'on revienne sur ce problème, sur cette question. Théo, la question anglophone, ça renvoie à beaucoup de choses telles que nous venons de l'introduire. Mais cependant, on a comme l'impression que c'était un simple problème au départ. Est-ce que le problème de base, notamment la question, le besoin des avocats, a-t-il été résolu? Je vais répondre directement à cette question. On ne pouvait pas rentrer dans, oui. dans tout ce qui concerne la question anglophone. On y reviendra certainement. Oui. Pour répondre à cette question, je dirais directement, pas totalement. Okay. Le problème corporatiste, c'est-à-dire que le problème des avocats de langue anglaise n'a pas été totalement résolu. Il s'agissait d'une part de traduire les textes OHADA et d'autres textes qui sont utilisés dans leur profession au quotidien. Mais il ne s'agissait pas seulement de ça, il s'agissait de repenser notre façon de concevoir les textes qui doivent s'appliquer à nous et à tout le monde, et de reconcevoir la façon avec laquelle se tiennent à la fois les audiences et le système judiciaire auquel eux, ils font face tous les jours. Et je dois dire que ce problème n'a pas été totalement résolu. Ce sont des revendications et ce sont des choses dont les avocats d'expression anglaise parlent depuis. Ils l'ont dit et redit. Ils ont fait des mémos, ils ont fait des mémorandums, des revendications écrites. Ils ont rencontré le ministre plusieurs fois. Mais on ne
peut pas expliquer que des décennies, une décennie plus tard, après avoir, par exemple, pour ne prendre que le Rwanda, après avoir ratifié ces textes internationaux, que ces textes ne soient toujours pas traduits en anglais. Et je vais même plus loin. Il ne s'agit pas de la traduction. Parce que la traduction revient à partir d'un concept, pour ceux qui sont juristes, ils comprendront, de partir d'un concept juridique en français que l'on traduit en anglais. Ce qui ne revient absolument pas à la même chose. Parce que je connais les deux systèmes. Si vous traduisez un texte, un concept juridique du français à l'anglais, ça ne revient pas à la même chose. Il s'agit d'avoir deux textes équivalents. C'est-à-dire un concept juridique anglais qui se rapporte à la même circonstance à un concept juridique en français. Il s'agit de ça. Donc il est question pour ceux qui nous dirigent de comprendre qu'on ne ratifie pas un texte international pour le traduire. Si un texte international ne répond pas à la composition juridique du pays qui est un système bajora, comme on dit en anglais, alors il est question de revoir ce texte-là, pas de l'adopter et de nous l'imposer en français pour que nous puissions l'utiliser en attendant qu'il soit traduit. En réalité, c'est ça la question. Bon, maintenant, pour les textes au Rwanda, effectivement, ils ont été traduits, ils ont été donnés aux bâtonniers, le bâtonnier les a réceptionnés. C'est bien. On peut, à partir de ce moment-là, il faut dire que ces textes ont été essayés d'être traduits 2 ou 3 fois et que la traduction a été rejetée même par le ministre de la Justice. Donc, bon? Oui, effectivement. Mais ils ont été remis en grande pompe dernièrement. Oui, non, ça c'est la dernière version. Ce que je veux dire, avant, ces textes-là avaient été traduits par 2 ou 3 cabinets, je pense, et ces textes-là avaient été rejetés à la fois par les avocats et même par le ministre de la Justice parce qu'ils n'étaient pas bons. C'est pour vous dire la complexité de la traduction et la complexité de leurs revendications en ce qui concerne les textes. Donc, les textes ont été traduits, ils ont été reçus par le bâtonnier et par les avocats anglophones. C'est un pas à la question de savoir si leurs revendications corporatistes ont été résolues. Je vais dire pas totalement. D'accord. Pasteur Othon, vous qui faites dans le droit, notamment dans le sens de la protection des droits, avant qu'on arrive sur les exactions qui ont été relevées ici et là, nous voulons quand même dire qu'il est difficile pour un avocat de ne pas pouvoir se retrouver dans les textes qu'il utilise. Et c'est exactement ce que reprochaient les avocats de la common law. Bien évidemment, lorsqu'on parle de cette question anglophone, il ne faut pas dire, peut-être on a vu tout ce que cela a engendré. Il y a eu des revendications, on a peut-être essayé de discuter, de réclamer que ces textes-là soient relus. Bon, mais maintenant, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que rien n'a été fait. Tout ce qui a été fait n'a pas apporté grande satisfaction à la question. Il faut le dire, il n'y a pas que le texte OADA qui cause problème au Cameroun aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas que ce texte. Il y a beaucoup de textes, même du côté francophone. On a également ce problème des textes internationaux qu'il faut appliquer en interne. Il y a également ce problème. Maintenant, Théo a évoqué ce problème tout à l'heure quand il essayait d'expliquer la situation. Lorsqu'on veut ratifier un texte international, on a la possibilité de faire des réserves par rapport à des textes ou par rapport à des actions qu'on pense qui ne sied pas avec le contexte de notre pays, de notre pays. Mais très généralement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'au Cameroun, on est un peu très pressé pour ce qui est de ratifier les textes internationaux. Maintenant, lorsqu'il faut les appliquer en interne, ça devient un problème. J'ai souvent assisté à des séminaires où ce problème revient, le problème de l'applicabilité de ces textes sur le plan international. Il y a encore des textes en interne qui violent les dispositions internationales. Oui, les dispositions internationales. Mais lorsqu'on n'a pas déjà la connaissance de ces textes, lorsqu'on n'a déjà pas la connaissance que dans telle situation, et même les juges ont ce problème. Beaucoup vont te dire, moi j'étais dernièrement avec l'un d'eux, bon, je ne vais pas le citer ici, dans un séminaire où il disait
que très généralement, eux, ils ont les textes nationaux sur la table. Et lorsqu'il faut tabler sur une question, ils se servent de ces textes. Il appartient maintenant peut-être à l'avocat de la partie adverse ceci d'évoquer la disposition internationale pour venir. Ce n'est pas à eux forcément d'aller chercher tout le reste. Donc on se dit, il y a un réel problème à ce niveau. S'il faut le résoudre, il faut le résoudre généralement. Pas ce que je refuse ici, qu'on commence à peut-être dire c'est un problème purement anglophone ou purement francophone. C'est un problème qu'on a dans notre système. Il faudrait, moi je pense que notre système est tellement calqué de la colonisation, c'est un peu un copier-coller et ceci. Aujourd'hui, on a des juristes vraiment qui sur le plan international ont prouvé. On peut penser à un système qui aille vraiment avec le contexte camerounais. D'accord, mais je veux comprendre quelque chose. Oui. Non, si tu permets justement. Oui. Ce qu'il vient de dire est un des problèmes est une des choses qui a mis de l'huile sur le feu. Oui. En réalité, il ne s'agit pas de parler de tous les textes du Cameroun, ou alors il ne s'agit pas de vouloir noyer leurs revendications dans une revendication nationale. En fait, c'est une des choses... Pour les avocats. Voilà, pour les avocats. Parce qu'on parlera tout à l'heure des instituteurs aussi. Je parle uniquement des avocats que je connais. Eux ne veulent pas que l'on aborde la question de cette façon. Ils ont des problèmes ponctuels et ces problèmes-là sont empiriques, je vais dire. C'est des choses qu'ils vivent au quotidien. Vous ne pouvez pas avoir un texte qui est total, c'est pas seulement le WADA, c'est la CEMAC, c'est la CEAC, c'est plein de textes, même des textes qui sont nationaux, qui sont pris d'abord en français, on attend 1 an, 2 ans, après on essaye de voir si on peut avoir une traduction, parfois elle est mal faite, parfois et tout ça là, donc on prend, et puis on se met à appliquer en zone anglo-saxon, alors que le texte n'a absolument avec ce qu'ils connaissent comme étant leur système judiciaire ou la façon avec laquelle ils appliquent le droit. Donc, il ne faut pas noyer leurs revendications, je parle des avocats, dans cette façon, dans ce système où on dit non, c'est pas seulement les textes qui doivent s'appliquer, c'est pas seulement les textes anglo-saxons, il faut qu'on parle de tous les textes du Cameroun, parce que tous les textes du Cameroun ont un problème et tout ça là, non. Chaque chose a sa place. Parlons des textes qui doivent être ratifiés en français et en anglais, qui doivent être écrits en même temps en français et en anglais, et qui doivent respecter la culture juridique anglo-saxonne. Vous avez vu par exemple le code de procédure pénale. Le code de procédure pénale est une sorte de matching, c'est-à-dire qu'une sorte de copier-coller d'un petite astuce ou alors de petites procédures, de concepts procéduraux anglophones que l'on prend, que l'on colle dans des concepts procéduraux francophones, et puis ça donne l'examination in chief, cross-examination et tout le reste. Je vais dire, c'est des choses qu'on essaye d'harmoniser, mais en réalité, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Voilà. Ok, donc vous remettez en cause en fait l'approche qu'a retenue le ministre de la Justice. Laquelle? Celle de faire ce matching dont on parlait tout à l'heure. Non, justement, le matching ne se passe pas de cette façon. Le matching, ce n'est pas prendre un texte là-bas et coller, et prendre l'autre et coller, et dire aux gens après qu'on a collé. Non. Le matching, c'est de mettre des gens autour d'une table et de leur dire, on a 2 systèmes. Les professionnels de ce système... Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait au niveau du ministère de la Justice? À mon avis. Parce qu'il y aurait eu des colloques, des séminaires. Oui, il y a eu des séminaires. Mais en réalité, je pense que s'il y avait eu, en ce qui concerne la plupart des textes d'application directe dans nos juridictions, une assise pour créer un système juridique camerounais, pas un copier-coller des textes français que l'on essaie de traduire. Parce qu'en réalité, c'est ça. Si tu n'es pas en train de refuser quelque chose que tu acceptes et tu refuses au même moment, parce que tout à l'heure je pose le problème pour dire il faut penser un système qui soit purement camerounais. Tu dis non, qu'on ne généralise pas la question. Ok, prenons cet auditeur. Allô? 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 Oui, allô? Oui, moi j'ai une question, s'il vous plaît, Oui. Il a semblé entre certains médias où les revendications que certains, je dis bien certains, avaient
et de mettre en place un système de, je ne sais pas, toujours de ce texte, mais spécifique à la zone anglophone. Bon, certains ont parlé de ça dans certains médias dont je vais taire le nom. Est-ce qu'il est en question, est-ce que la revendication est de mettre en place un système spécifique à la zone anglophone, ou bien leur problème c'est la traduction des textes, l'applicabilité des textes dans la zone francophone? Parce que s'il faut traduire, s'il faut faire une procédure spéciale par rapport à la zone anglophone, ça n'est plus dans un même pays. Parce qu'un pays est régi par les mêmes lois et les mêmes, bon, les juristes savent de quoi ils parlent. C'est là ma question. D'accord, merci. C'est une question qui vaut la peine. Oui, Théo, sur la question? Oui, sur sa question. Oui. On est dans un même pays, mais il faut bien se souvenir de l'histoire de ce pays. Oui. Il faut bien comprendre que le système juridique common law existe et il est différent du système de droit civil. Il faut bien le comprendre. On est dans un même pays, mais on est dans un pays d'application des textes et de systèmes juridiques différents. Faisons simple, posons la question autrement. Est-ce qu'il est possible d'appliquer la common law à Douala? Il est possible d'appliquer la common law à Douala si et seulement si les textes qui sont utilisés le permettent. La difficulté, c'est que le système procédural, en réalité c'est de ça qu'il s'agit, est différent. Je vais prendre un exemple simple et basique. Dans toutes les affaires qui se passent dans le système common law, les parties doivent être là. C'est un exemple simple. Oui. En droit civil, il y a le système de représentation, c'est-à-dire que vous, si vous avez un problème de, je sais pas moi quoi, de saisie ou un problème civil et tout ça, vous n'êtes pas obligé d'être là. Oui, on peut se faire représenter par un avocat. Vous pouvez faire représenter, par exemple. Oui. C'est une différence simple. Mais vous, c'est quelque chose d'essentiel. Or, les textes de droit civil, par exemple, et qui sont appliqués partout et qui sont appliqués aussi à la common law, précisent que bon, vous n'êtes pas obligé prenons le code du travail, par exemple, vous pouvez être représenté par n'importe qui devant l'inspecteur, voilà, l'inspecteur du travail, devant les juridictions et tout ça là. C'est des choses qui sont dans le système juridique common law, ne sont pas appliquées. Ok, prenons cet autre auditeur. Allô? Hello. Yes, hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. It's a pleasure to have you with us today. Thank you. The pleasure is mine also. Yes, we are talking about the Anglophone question because we avoid to talk about a crisis or a problem. We want to take it just like a question because a question calls answers. And we were talking about different concepts about the way that the problem started, because it started with barristers and lawyers, but the problem quickly took another dimension and proportion, and we want to understand what really happened. Hello? Yes, hello, are you getting us? You see, you understand what? We are talking about the Anglophone question, and are you getting us, please? I'm getting you. Okay, thank you. So I'm saying that we are talking about the Anglophone question, saying that it started with barristers and lawyers who were asking for a translation of their support of what they use as law. But quickly the problem turned and started to be kind of a problem that involved teachers, and soon we also heard about what happened in Buea at the university. We want to understand if the lawyers and barristers were satisfied at the end, because we heard that the government initiated something about translating the document, and is the problem over now? No, the problem cannot be over because the birthright of the Anglophones have been stolen. Let me quickly remind you of the little history of the geographical location called Cameroon. Yes. Now, on the 12th of February 1961, the British Northern Cameroon attached itself to Nigeria, and the southern part voted to unify themselves with La République du Cameroon. Now, the southern part was dominated and controlled by
by the British, and the Cameroon was dominated and controlled by the French, and the northern part was controlled by the British in the early 60s. Yes. Now, 12 of February 1961, Amadou Ahidjo went to Southwest and met Jungle Fletcher, requested that they would come together for synergy, energy, and to be able to fight their enemies whenever they war. Remember, that was the period when we just ended the Second World War, so there was a need for little communities to come together. Now, the Southern Cameroon had their culture. The Southern Cameroon had their educational system. The Southern Cameroon, or the British Cameroon, what we call it, they have their judicial system. Now, there was a conference that took place from the 16th to the 21st of July to 1961. 16th to 21st of July 1961. The conference is called the Funman Conference. Now, this conference was headed by Jumbo Foncha by the Cameroon National Democratic Party, which are together with the Amadou delegation. Now, one of the things that was agreed on this conference is this. We are coming together to form a federation. I'm sure you know what it means by federation. It means we are together as one nation, but every state manage their affairs autonomously without depending on the headquarters. It's just like Nigeria is being run today, just like Canada is being run today. Okay. Now, that was the agreement that we should come together as a federation. So Cameroon became the Federal Republic of Cameroon, not Republic of Cameroon. It became the Federal Republic of Cameroon. Number two agreement was that you, the French Cameroonian, will keep your French. I, the British Cameroonian, will keep my English. Number three was the agreement was that you, the French Cameroonian, will keep your judicial system. I, the British Cameroonian, will keep my judicial system. Number three, you, the French Cameroonian, will keep your educational system. I, the British Cameroonian, will keep my educational system. Number four, you, the French Cameroonian, will keep, anytime you are at the head of the nation, I, the British Cameroonian, will be the vice, the next in command. But now, let me begin from the last point. Have you realized that we have had prime ministers who are Anglophones, but they are not the next in command? Right. So now, in Cameroon, the prime minister of Cameroon is the fourth in command as I speak to you. If the president is not there today, the next person that takes over is the president of the Senate. If the president of the Senate is not there, the next person that takes over, it is the president of the assembly. If the president of the assembly is not there, then comes the prime minister. Look at this. He is now the fourth in command instead of the second in command. Now, why did the lawyers strike? The lawyers strike because they wanted to merge. They wanted to merge the common law, which is the English law, and the French law, which is against the agreement that took place in 1961. Okay. It cannot work. Now, the teachers also strike because they wanted to also merge the educational system. It cannot work. It's against the agreement that we had in 1961. Okay. No. Thank you. Yeah, yes. I presume you wanted to talk about Buea also. What happened in Buea? Is it linked also to what you started to mention? Yes. What is happening in Buea is the fact that the Anglophones are no longer interested for one aspect of this Funman Conference term to be addressed. They want every of this term that was agreed upon at the Funman Conference to be addressed. Every. You cannot say, okay, you're going to translate the Ohio law and you leave the aspect of education
you say you are leaving the aspect of education, the aspect of language. Now, we have to talk of language. Why must the military language be French in a bilingual country? Why must the police language be French in a bilingual country? Now, for more than 30 years today, Sonara exists in Limbe, which is in southwest region, but there has not been any general manager of Sonara who is an English speaker. As a matter of fact, about 70% of every water in Sonara is French speaking in an English territory. Now, when the fuel leaves Sonara in southwest, it goes to Douala at SDP. Now, when the petrol stations in southwest need fuel, they will have to order it from Douala. How can fuel leave southwest to Littoral? Then we are leaving Littoral to go and take it. We are leaving southwest to go and take it Littoral, then bring it back to southwest. That is dehumanization. That is the highest level of abuse that every human being has ever seen. Even in Bamenda, the people in Bamenda don't have access to fuel. For them to have fuel, they have to collect from Bakusam. That is an abuse. So we need either of these things to be addressed, everything to be addressed, or we return back to the federation that we agreed in 1961. Yeah, but help me. He talked about federation. He didn't tell us how we managed to come to the republic. Yes, because he stopped at the federation. One of our panelists is saying that maybe you should also tell us how we moved from the federation to the state of Cameroon, La République du Cameroun. No, it was a federation. It was a federation which was the Federal Republic of Cameroon in the days of Amadou Ahidjo. Yes. Now, it now moved from the Federal Republic of Cameroon to United Republic of Cameroon. Then it moved from United Republic of Cameroon to La République du Cameroon. It was changed by Mr. Biya to La République du Cameroon. This was a hidden agenda they had in their mind. So they were just agreeing for us to come together just to hold us and put in their pocket. So the moment we come together, they began to change things gradually until we are this stage. Okay. Any question? No. Yeah, I would like to ask you a question, please. What we have heard from the government now is that there are people manipulating this issue so as to create havoc in the country from foreign countries. So what do you think about it? Because it seems that it started with from a reclaim inside the country, but people are trying, ways to trouble and to bring havoc in the country from abroad using social media. I will not call it manipulation. I will call it remote controlling. It's not manipulation, because this is a reality that has to manifest. Let me explain to you what is actually happening. Yes. Now, the Southern Cameroon is supposed to be a country of its own by law, because in 1961, the coming together between the Southern Cameroon and the Republic of Cameroon was not a legal marriage. It was a congress state. In fact, they called it concubinage. Il n'y a pas un certificat de mariage ou un acte de mariage qui existe entre le Cameroun français ou le Cameroun anglais. Il n'y a pas un acte de mariage. C'est-à-dire, pendant l'accord là, il n'y avait pas un document officiel ou légal qui a été déposé au bureau des Nations Unies qui prouve que deux nations viennent ensemble. Ce qui explique pourquoi le 20 mai 2010, le 64 président de l'Assemblée générale des Nations Unies, son nom c'est Ali Triki, il était à Yaoundé pour visiter M. Biya. Et il est parti au palais, il a remis deux cadres entre les mains de M. Biya. Il a remis le cadre de la République du Cameroun et le cadre de Southern Cameroun. Ce qui veut dire qu'entre les mains d'un président, il y a deux pays différents. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a deux pays dans une seule nation. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé dans la Bible. Israël était en esclavage dans la nation de l'Égypte. Donc il a fallu une séparation pour que Israël rentre, parce que Israël ne voulait pas quitter aussi longtemps qu'il était à l'aise. Mais quand l'Égypte a commencé de tourmenter Israël, ils ont crié à Dieu et Dieu a envoyé Moïse
nations pour rentrer chez eux, là où ils seront à l'aise. Okay. Donc, ce qui se passe, c'est que nous devons laisser les anglophones rentrer chez eux comme il fallu. Mais dans la loi internationale, si tu n'es pas membre des Nations Unies, si tu n'es pas État membre des Nations Unies, tu n'as pas le droit de déposer une plainte aux Nations Unies pour plaider ta cause. Donc, ce qui explique pourquoi, en 1990, les anglophones camerounais ont envoyé un lettre au voisin Nigeria pour que le Nigeria plaide la cause des anglophones camerounais aux Nations Unies, parce que nous n'avons pas le droit d'aller en direct. On a besoin de passer par une nation qui est membre des Nations Unies pour plaider notre cause. Et ce qui fait que le 25 mars 2002, le tribunal de Abuja, le plus grand tribunal d'Abuja, a sorti un jugement le 25 mars 2002. Ils ont sorti un jugement en demandant au gouvernement nigérien que c'est obligé pour qu'elle prenne la cause du Cameroun, l'État du Cameroun au niveau des Nations Unies. Donc ce qui se passe, les gens connaissent que c'est deux nations différentes, mais le petit nation est manipulé par la grande nation. Donc ce qui fait que les gens qui connaissent la loi et l'histoire, qui sont à l'étranger, ils sont en train de faciliter avec les médias, avec les informations, avec les conseils de la droite. Donc ce n'est pas une manipulation, c'est un remote control. Ok, merci. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que l'Église peut faire pour résoudre ce problème? Quand Israël était captivé dans la nation de l'Égypte, pendant 400 la Bible déclare que Dieu a entendu les cris et il a envoyé Moïse. Est-ce que vous savez pourquoi on écrit la Bible? La Bible est écrite au pierre pour nous dire ce qu'on doit faire si on voit les pareilles situations demain. Donc on n'a plus besoin que Dieu se lève et dit que toi pasteur te lève, toi vas de cette personne, toi pasteur te lève, toi vas de cette personne. Comme Dieu a vu la souffrance d'Israël dans l'Égypte, il a envoyé Moïse. Moïse, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Il a envoyé Moïse d'aller délivrer le peuple de Dieu entre les mains de l'esclavage de Pharaon. Pharaon laisse mon peuple partir. Donc ça le devoir de l'Église maintenant. Si Pharaon du Cameroun ne peut pas faire la justice avec la minorité anglophone, il faut qu'il laisse le peuple partir. Cela doit être le message de l'Église du Cameroun aujourd'hui. Okay, merci Gospel Marshall. It was a privilege to have you today, even though our panelists are not sharing the same view with you, because we are talking about seeing how to settle, seeing how to continue living together in order to, you know, find peace in what has already been done till now. But we appreciate what you're saying. We are committed to having you by the next edition so that we can make sure that we are seeing how the problem is being resolved. No problem. The pleasure is mine, sir. Okay, thank you very much. Have a pleasant day. Thank you, thank you. Bien, nous venons de recevoir Gospel Marshall Congo, qui est pasteur de son État camerounais et qui se plaint. Maintenant, nous pouvons avoir une autre idée, une autre lecture, parce qu'on comprend que le problème est profond, Théo. Le problème est profond. Ça me permet de quitter le champ unique des avocats, parce oui. que c'est unique de ça que je parlais. Oui. Il faut bien comprendre que les gens font une confusion. Les gens font une confusion et je ne sais pas, je sais pas s'ils ont tous lu l'histoire ou s'ils connaissent l'histoire juridique du Cameroun. En réalité, je parle du point de vue du juriste et de l'avocat. Oui. En réalité, ce qu'ils appellent Southern Cameroun, elle se nommait Southern Cameroun, mais Southern Cameroun n'a jamais été un État du point de vue du droit international. C'est simple, il s'agit de deux États qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale et qui décident de se partager un territoire comme on partage le gâteau et de se dire, ok, de ce côté, moi j'ai des ressources, j'ai des populations et tout cela. Et l'Angleterre qui était installée au Nigeria et non pas au Cameroun faisait ce qu'on appelait l'indirect rule. C'est-à-dire que
avec des chefs locaux, ils décidaient que voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez faire. Et c'est comme ça que ce qu'ils appellent la culture anglo-saxonne est entrée dans leurs mœurs, je vais dire ça comme ça, qu'ils revendiquent aujourd'hui. Le problème est profond, mais il faut se dire que tout part de la façon avec laquelle nous, on a traité le problème. Quand je parle de nous, je parle des gens qui sont nés dans un système francophone. Je vais te dire quelque chose et il faut que les gens m'écoutent bien, parce que c'est quelque chose qui me révolte vraiment. Il faut que dans ce pays, on arrête la brutalité. Il faut que les gens apprennent à ne plus être brutaux, bestiaux. Je vais le dire. Vous ne pouvez pas voir des avocats, des élites de région entrer, marcher dans la rue sans armes, sans bâton, sans cailloux, et vous décidez de les brutaliser. C'est-à-dire que ces personnes-là représentent tout ce qu'il y a de grand et de beau dans leur région. Vous les voyez dans la rue et vous décidez de les brutaliser. Je pense que si on avait géré ce problème autrement, on n'en serait pas là. Tout part de la façon avec laquelle nous avons traité ce problème. Et je pense que ça a ravivé les velléités de ceux-là qui étaient même dans ce groupe d'avocats et qui ont profité de l'occasion pour dire, voilà, on fait une simple revendication corporatiste qu'on peut régler et vous voyez comment on nous traite. Donc il est question pour nous de repartir sur les bases du fédéralisme. Il y a du vrai dans ce qui est dit. C'est-à-dire que dans les résolutions de la conférence de Fumban, il était question d'une gestion autonome des régions, c'est-à-dire que des régions du sud-ouest et du nord-ouest, et régions autonomes des autres régions. Parce que la façon de faire, surtout le système judiciaire que je connais, avait été déjà mise en place. Comme je vous expliquais, il y a énormément de différences entre le système judiciaire francophone et le système judiciaire anglo-saxon. Donc ces choses-là ont fait en sorte que ces compromis-là ont été acceptés. Et malheureusement, ces compromis-là n'ont pas été mis en place. Ça, c'est ce qui est vrai. Bon, maintenant, que l'on se retrouve en train d'ignorer le problème et de se mettre à bastonner des gens, je pense qu'il faut mettre un terme à cette façon d'agir. Et je pense que tant qu'on va penser à la brutalité, alors les gens penseront qu'ils sont marginalisés. Voilà. D'accord, merci Théo. Pasteur Othon, nous avons tout à l'heure eu Dr Success Macha Congo qui nous a donné, n'est-ce pas, une autre lecture de ce problème qui pour nous au départ semblait être un petit problème. Mais nous réalisons qu'il y a un mal profond et que la question anglophone doit être adressée réellement. Un mal profond est plus profond qu'on le dit quand ça sort de la bouche d'un pasteur. Oui. Et qui pose le problème de cette façon-là. D'entrée de jeu, je vais dire au pasteur Marshall, je ne vais pas prêcher son message. Et ce message n'est pas le message de l'Église. Okay. Donc, l'illustration qu'il fait d'Israël, oui. De l'Égypte et de Moïse, qu'on envoie un messager, et comme messager maintenant, laisse partir mon peuple. Qu'on le laisse partir où? Qu'on le laisse partir au Nigeria? Qu'on le laisse partir où? Son peuple dont il a parlé. Lorsqu'on a parlé de manipulation, il a parlé de télécommande. C'est faux tout ça, c'est jouer avec les mots. C'est une manipulation pure et simple. Comment peux-tu expliquer ce qu'il est en train de poser comme problème? Ils ont saisi le Nigeria, qui est un État, pour aller poser leurs problèmes aux Nations Unies. Mais ça veut dire déjà dire qu'il y a une ingérence. Une ingérence. Ce n'est pas au Nigeria de gérer les affaires du Cameroun. Donc, alors, ça veut dire que lorsqu'on se situe encore dans le contexte de l'histoire, une partie qui a décidé d'aller au Nigeria, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de nous dire, ça veut dire, si je n'interprète ce qu'il est en train de dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont le soutien du Nigeria et qu'une fois sortis du Cameroun, la terre promise, ou alors le désert où ils doivent aller célébrer Dieu, ça sera au Nigeria. Je pense que si il a posé un autre problème, celui de la Sonara et du nombre d'anglophones qui peuvent y être. Je dis,
C'est ce qu'on a décrié sur ce plateau il y a un moment. On a décrié ce problème en disant, écoutez, il y a des gens qui ont commencé avec les mémorandas la dernière fois, il y a les petits qui vont parler, il y a des ceci, il y a des nordistes qui vont poser leurs problèmes. Aujourd'hui, on est en train de voir également les anglophones qui posent ce problème. Si lui, il dit que là-bas, il y a plus de francophones que d'anglophones, moi, de l'autre côté, je lui dirais aujourd'hui que lorsqu'on regarde sur l'échiquier national, on va peut-être se dire ceux qui sont au contrôle sont désormais des petits que des bassas ou des ceci. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de chercher à faire? Tout le monde est, en fait, tous ces gens qui sont en train de jouer à ce jeu, nous voulons donner la faille à ceux qui veulent déstabiliser le pays de le faire. Parce que vous savez qu'en Afrique, ils ont très généralement réussi en cherchant un problème à diviser les citoyens, les ressortissants d'un même pays et les mettre contre eux et commencer à manipuler les choses de l'extérieur. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre un tel discours. On prend cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Hervé qui revient. Oui, Hervé. Moi, j'ai deux préoccupations. Oui. La première préoccupation, c'est est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'après les problèmes là, comme ça n'a pas réagi, comme ça n'a pas fonctionné, Hollande est lui parti. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à ce que le grand Théo était en train de nous expliquer, que les juristes ont été brutalisés et ceci, cela. C'est vrai, ce n'est pas bien. Tout le monde dénonce vraiment la brutalité policière et tout ce qui se passe. Mais je vais également aller en posant une question. Je pense bien que les manifestations se doivent d'être autorisées ou bien interdites dans un pays. Je ne sais pas si celle-là était autorisée ou pas. Qu'est-ce que la loi prévoit dans le cas où une manifestation n'est pas autorisée ou bien si elle est spontanée? Non, je ne sais pas, je suis un peu perdu. Merci. D'accord, merci. Sur la question de l'autorisation des manifestations, oui. Au Cameroun, nous sommes dans un système déclaratif. On n'est pas dans un système d'autorisation. Ce qui signifie simplement que si vous voulez avoir votre manifestation, vous informez l'autorité administrative de ce que vous allez avoir votre manifestation. Il ne vous autorise pas à avoir votre manifestation. Il constate que vous avez votre manifestation. Ce qu'il a à faire, dans le cas où il estime que votre manifestation peut être contraire à l'ordre public ou peut amener les masses à faire n'importe quoi, il l'interdit. Il interdit ou il encadre. Ou il l'encadre. En réalité, vous l'informez pourquoi? Vous l'informez parce que il faut que, juste au cas où il y a un problème, qu'il puisse être au courant qu'il y a une manifestation quelque part et qu'il puisse envoyer des gens là-bas pour encadrer. Ou alors, si vous avez besoin d'une escorte policière, des choses comme ça, qu'il envoie pour que ces personnes-là puissent protéger votre manifestation. Je pense qu'elle avait réagi par rapport à la brutalité dont il a été La brutalité, question. oui. Voilà. Si la manifestation n'a pas été déclarée, elle n'est pas, elle n'est pas illégale. Il s'agissait quand même de personnes qui étaient dans la rue et qui n'ont commis aucun acte illégal. Il n'est pas interdit dans un pays de liberté. Oui, merci Théo. Prenons cet appel. Bonjour Papa Emma. Bonjour. Enseignant à l'université, enseignant d'histoire, ça nous donne la bonne occasion de revenir ensemble sur la question anglophone. Tout à l'heure, nous avions un ami, pasteur, qui nous a fait comprendre que la partie anglophone n'a aucun acte historique signé et déposé aux Nations Unies qui certifie que les deux Camerouns sont bel et bien unis et qu'il est temps pour la partie anglophone de réclamer son indépendance et de manifester cela parce qu'elle a été flouée par les accords qui ont été faits entre le chef d'État et John Kufuor à l'époque. Bien, la question anglophone a commencé tout à l'heure. Nous avons parlé de ce problème des avocats qui est très vite étendu sur le problème des instituteurs. Et après, on a vu ce qui s'est passé à Boya avec les étudiants. Le gouvernement a pris des mesures. Mais cependant, on se pose vraiment la question, quel est le problème de fond? Au point où aujourd'hui on parle d'indépendance, on parle d'ingérence même étrangère. On a l'impression que c'est un problème qui est en train de s'embraser malgré les efforts qui sont en train d'être faits. Oui, moi, ma difficulté, c'est que quand on parle de problème anglophone, c'est le francophone qui parle de problème anglophone. Oui. Tu vois? D'abord, là, c'est biaisé.
C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler d'un problème qui n'est pas le vôtre. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc ça, c'est la première chose, c'est un peu biaisé. Vous demandez aux francophones de parler comme anglophone. Pourquoi vous en parlez de leur problème? Il y a des francophones qui parlent français. La deuxième chose, c'est que c'est un problème historique. Le British Southern Cameroun était un État. Et par référendum, c'est-à-dire qu'organisé par les Nations Unies. Hein? Oui. On a décidé de se joindre à la République du Cameroun pour former la République fédérale du Cameroun. Oui. Ça, c'était un acte adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Hein? Oui. Et la preuve, c'est qu'en 1963, à Gouya, M. Aïdjo a même demandé, si vous savez, il y a même une vidéo qui passe, montée par nous sur le moment d'histoire, où Aïdjo demande au British Cameroun, vous êtes libre de nous des relations internationales. L'important, c'est que vous avisez l'État fédéral. Oui. 63. Oui. Donc, vous avez une vieille tradition au British Cameroun. Depuis 1951, le British Cameroun a vote par élection démocratique, c'est-à-dire tout le monde a droit au vote. Ce qui n'est pas le cas au République du Cameroun. Une vieille tradition. En 1959, M. Ndele est battu et remplacé par M. Foncha. Oui. Démocratiquement. Oui. Ils ont une vieille tradition démocratique qui n'existait pas à la République du Cameroun. Oui. Ils ont une tradition de décentralisation avec des maires élus qui n'existaient pas à la République du Cameroun. Hein? Oui, oui. Donc, il y a toute une vieille tradition dont ils ont l'impression, à tort ou à raison, c'est bien dit à tort ou à raison, que cette tradition disparaît. Vous comprenez? Oui. Donc, je vous donne, pour vous illustrer ça, vous savez qu'il y a eu la British Southern Cameroun et la République du Cameroun qui ont formé la République fédérale. La République fédérale, on a réalisé la République unie. Maintenant, on est revenu à la République du Cameroun. Ça veut dire qu'on est revenu à la République avant la fédération. Oui. Donc, ils ont l'impression d'être engloutis. Oui. Hein? Oui. Donc, le discours n'est pas de dire non pas d'actes, c'est le discours de dire comment faire pour que nos frères se sentent dans un état bilingue, biculturel. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà beaucoup qui a été fait par rapport à ça jusqu'à présent? Quand on considère par exemple que l'anglophone est partout chez lui quand il est au Cameroun, nous sommes bilingues, nous parlons anglais. C'est pas la même chose. Si vous prenez le Canada, il y a des lois qui protègent les minorités. Oui. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer que ça commence quoi? On dit que le code OADA, qui est une loi fondamentale de commerce, n'est pas traduit en anglais. C'est normal? Mais il y a eu des tentatives de traduction qui ont été rejetées, comme on a dit tout à l'heure ici. Mais je dis que normalement, on ne veut pas publier une loi qui n'est pas traduite. Toute loi doit être traduite en français et en anglais au final officiel, au même moment. Ok. On ne doit pas chercher des tentatives de ça. C'est une disposition constitutionnelle dans la Constitution du Cameroun, que la loi est traduite en français et en anglais, publiée au journal officiel. Donc, on ne peut pas publier au journal officiel un texte traduit en français, c'est pas normal. Est-ce que vous comprenez la gravité? Tout à fait. Donc, si on veut faire une loi, je vous donne même le code CIM. Donc, normalement, on ne devait pas avoir une loi qui ne soit pas traduite. Ça, c'est un fait. Ça devait, dans un système, il y a une révision, il y a un concours constitutionnel, ça devait être après la nullité de la loi. Ok. Vous comprenez? Oui. Donc, première chose, c'est qu'il faut, à mon avis, il faut une haute autorité du bilinguisme ou de l'État qui garantit que les droits des minorités ou que les lois qui sont prises garantissent les droits des minorités. Oui. Il n'y a pas de démocratie sans le respect des minorités. Je vous donne 2 ou 3 exemples. On a des gens formés à l'ESSET ici. Il y a très peu de cette forme de professeurs des lycées techniques de tout Cameroun. On peut créer un autre à Kumba. Et dans cette école-là, la plupart des gens sont francophones. Donc, on forme les gens, et la conséquence, il faut que dans les lycées techniques anglophones, des gens qui ne parlent pas aucun mot en français, en anglais. Et on les envoie dans la zone anglophone. Oui, ils les envoient là-bas, ça c'est normal. Donc, je dis qu'il faut, ce n'est pas dans un propos incantatoire, disant qu'on est unis ou quoi, il faut poser des actes et montrer qu'ils sont unis. Il faut garantir
garantie, pour donner l'apaisement. Oui, je pense que sur ce point-là, nous avons une note qui fait part de ce qu'il y a un recrutement de 1000 enseignants bilingues. Je vous dis qu'il faut éviter que ce n'est pas un problème de recrutement, c'est un problème de garantie qu'à tout moment, quand on pose un acte, il faut une autorité qui, à tout moment que l'acte est posé, garantisse la biculturalité, vous comprenez? Oui, tout à fait. Si vous prenez même le common law, ce que j'aime ça parce que la plupart des conventions internationaux sont faits dans le common law, 80%. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes francophones qu'on pense qu'on a la science infuse. Il faut trouver des mécanismes juridiques, des mécanismes légaux qui garantissent les droits des minorités. Et d'abord ça. Ce n'est pas le saupoudrage, il faut garantir ça. Et comme dans tout système démocratique, on garantit que ce des minorités tribales, des minorités linguistiques, parce que une minorité tribale. Parce qu'il faut éviter aussi de voir ce tribalisme. Vous savez, il y a des gens, il y a beaucoup de francophones, des francophones qui sont au nord et au sud-ouest. Hein? Oui. Pour ce tabac que tu entends là, c'est un anglophone, mais c'est un Balthassa. Oui. Donc, ce n'est pas un problème, c'est un problème linguistique, une minorité linguistique, culturelle. D'accord. D'accord. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut donc des cadres légaux qui permettent de garantir cela dans l'apaisement. Donc, en réalité, on pense que, à votre avis, ce problème, en réalité, n'en est pas un de manière fondamentale parce que les solutions sont plutôt simples. Non, les problèmes sont des problèmes fondamentaux, c'est un problème. C'est pas que c'est pas un problème. Okay. Non, j'ai dit que c'est un problème essentiel. C'est pour ça qu'il faut le garantir le plan légal. C'est pas que c'est pas un problème, c'est-à-dire que c'est un vrai problème. Oui, je veux dire, face à ce réel problème, la solution de traduction semble être la meilleure. Oui. D'accord. Ok, merci professeur. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention qui nous éclaire un peu sur ce problème, sur la question anglophone. Nous allons revenir à vous dans des éditions ultérieures. Votre éclairage nous importe. Merci beaucoup. Si je peux enchaîner, si je peux terminer par commencer par là où il a terminé. Oui. Ce qu'il dit est fondamental. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement une question de traduction. Oui. C'est une question de comportement dans la façon avec laquelle on évolue. Voilà, on évolue. Mais ça me permet de me poser une question. Oui. La question est une question d'origine, de gouvernance ou de langue. Parce que si on ne pense pas à cette question de cette façon, on répète. Oui. Je pose la question parce que je discute beaucoup avec mes camarades. Parce que pour une grosse partie de ma formation en anglais, au secondaire et à l'université, et une autre partie en français. Donc, j'ai une culture anglophone, puisque j'ai travaillé en partie dans la zone. J'ai travaillé en partie dans la zone anglophone. Et je peux vous dire que les problèmes sont réels. Les problèmes pratiques sont réels. Ma question, c'est de savoir, qui suis-je moi qui vous parle où est-ce que je me situe dans tout ce problème? Parce que quand je dis à mes camarades, ok, c'est vrai, moi je suis avec vous et je subis les mêmes problèmes en ce qui concerne la langue. Ils me disent non, on ne peut pas te considérer comme un anglophone parce que tu n'es pas originaire des deux provinces, régions dont on parle. Il faut faire très attention au glissement dans lequel on est en train d'aller. Parce que s'il s'agit uniquement d'un problème linguistique, alors ce problème concerne une grande partie des Camerounais, parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas linguistiquement francophones. D'accord, prenons cet auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Hervé qui revient. Oui, je voudrais juste vous poser une question par rapport à l'intervention de notre frère tout à l'heure par téléphone. Oui, le professeur. Il a parlé de la protection des minorités. Oui. Mais
qui est une minorité? Le Cameroun a combien de tribus et de je ne sais combien? Si chacun va dire qu'il est une minorité par rapport à toutes les autres, c'est qu'on va se retrouver tous étant des minorités. C'est vrai qu'il faut protéger le petit par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Par rapport à la question anglophone, moi je me dis, l'État devait tout faire pour réanalyser le problème juridiquement, là où il y a eu des vides, ou bien où il y a eu des trous non comblés, que l'on les comble, afin que ça ne puisse pas entraîner une division ou bien une sécession en termes de, pas de territoire, mais plutôt sécession. On peut avoir une sécession juridique ou bien une sécession froide, par exemple, et qui ne va pas, qui est même plus dangereuse que la sécession territoriale. Donc on devrait essayer plutôt de voir comment est-ce qu'on peut résoudre définitivement ce problème, parce qu'on a connu des pays où des problèmes qui sont arrivés à cause d'une virgule qu'on a oubliée sur une constitution en 1722 rattrape ce pays-là aujourd'hui dans les années 2000. Donc on essaye un peu de voir comment est-ce qu'on peut résoudre définitivement ce problème ou bien cette question et ne plus avoir à revenir dessus. Sinon, ça va se transmettre de génération en génération et un beau jour, on va se retrouver dans une situation peut-être même pire que celle du Rwanda. Merci. D'accord, merci Hervé. Peut-être avant de revenir, Pasteur Autant, nous évoluons sur le sujet et tout à l'heure nous avons abordé la complexité de cette question anglophone, parce qu'au fur et à mesure que nous écoutons les intervenants, nous réalisons que le problème ne semble pas simple tel qu'il se présentait au départ. Parce qu'on a pensé au début que c'était un problème d'avocats qui veulent qu'on traduise un texte, ensuite des instituteurs qui veulent qu'il y ait un peu plus d'anglais, ou même d'étudiants. Mais on a compris très vite que le problème des étudiants était un problème purement lié à leurs conditions d'existence. Mais maintenant, avec l'intervention du docteur Congo depuis Yaoundé, nous avons remarqué que le problème est un peu plus complexe et le professeur Emmanuel Tchountcha nous aide à réaliser effectivement que il faudrait savoir tenir compte de tout le monde parmi les anglophones. Mais est-ce que le gouvernement ne l'a pas fait? Quand vous regardez votre parcours, Théo l'a dit par exemple, il a fréquenté pratiquement avec des anglophones depuis le parcours du secondaire. Quand vous regardez un peu ce qui se fait au Cameroun actuellement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de vivre ensemble qui se manifeste à l'égard de toutes les composantes de l'État? Je crois que j'ai parlé de ça une fois ici à l'antenne, de l'avantage que nous avons du système camerounais. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile de séparer les Camerounais. Oui. Parce que on peut reprocher tout à ce pays, ou à aux dirigeants de ce pays, mais il y a quand même des choses qui sont bien faites. Moi, en tant que Camerounais, je me sens Camerounais partout. Oui. Vraiment, je me sens Camerounais partout. J'ai eu la chance, comme ça, d'aller du côté anglophone, d'aller au nord Cameroun. J'ai fait des études de ce côté. Également, je ne me suis jamais senti moins Camerounais parce que je suis en Gaoudéry, par exemple. Donc, et on n'a pas réussi jusqu'à présent à diviser le Cameroun en termes de vous êtes ici ou en termes par rapport à leur identité. C'est-à-dire, toi tu es de là, j'étais pour commencer à confronter les uns contre les autres. Moi, j'ai quelque part, je me permets de le dire, j'ai été déçu quelque part par la présentation de ce problème. Le problème que les étudiants ont posé, si quelqu'un a vu ce que j'ai publié par rapport à ce problème, j'ai partagé totalement la revendication des étudiants de Buea. Donc on peut pas dire qu'il y a il y a de l'argent prévu pour ça, il y a peut-être des bourses qui sont prévues et il faut une manifestation, parce que lorsqu'il y a eu la manifestation, on a commencé à dire qu'il y a l'argent qui va sortir. Pourquoi c'est pas sorti depuis? Qui fait l'effort? J'ai été, quelque part, je vais dire que j'ai été méchant, même dans mes propos, quand je parlais de ces professeurs, de certains de ces dirigeants, qui essayent toujours de se rabaisser ou de vendre leur conscience. Qui se permet de détourner cet argent? Cet argent va où? Pour que lorsqu'il commence la manifestation, qu'on dise aujourd'hui qu'il y a de l'argent. Ils peuvent exiger encore, par rapport au retard, peut-être des sanctions.
Mais pas pécuniaire, quand on sait qu'un étudiant ne travaille pas. Voilà, j'accepterais un peu, peut-être, parce qu'il faut aussi le dire, en termes de culture, j'ai comme l'impression qu'il est plus rigoureux, l'homme, mon frère de culture anglophone, peut-être plus rigoureux quelque part. J'ai cette anecdote, une fois j'allais de ce côté, dans le bus, juste parce que je n'étais pas assis selon le numéro que j'avais sur mon billet, il y a un anglophone qui est venu et qui m'a dit, ce n'est pas comme chez vous là-bas, Douala Yaoundé. Ici, si tu as le 5, c'est le 5 du siège et tout le reste, on en a fait tout un bouquin et tout le reste. Donc peut-être que là, mais l'argent qui leur est réservé est parti où? On a vu ce problème qui s'est totalement posé. Donc aujourd'hui, comme le disait Thio, il faut qu'on repose le problème. Il faut qu'on le reconsidère, qu'on essaie de voir quelle est la revendication. Et c'est là où on parlait de manipulation. Il y a des problèmes ponctuels, peut-être à résoudre. Il y a un problème fondamental également à résoudre. Mais il ne faudrait pas que les gens profitent de ça pour apporter le chaos. Parce que la position, par exemple, de notre premier intervenant, c'est de séparer. Ça, c'est sa position. C'est que les autres... Elle est un peu trop tranchée. Donc, là, je me dis, est-ce ce que la question, c'est comme ça qu'on devrait l'aborder? Peut-être, c'est ce qu'on ne dit pas. On dit souvent que lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Peut-être qu'on essaye de greffer d'autres choses pour réellement arriver au nœud du problème. D'accord, merci Pasteur Autant. Théo, on parlait avant de clôturer, on parlait de la langue, on s'interrogeait, est-ce qu'il faut revenir cerner le problème en fonction de la langue, en fonction de l'histoire, ou bien même encore, on parlerait même de la culture. Parce que le professeur Emmanuel Tchoumtchouanou parlait tout à l'heure de la nécessaire traduction des documents. Mais est-ce que ça va résoudre le problème? Ou est-ce qu'il suffit de parler anglais pour dire que bon, ça va, on a résolu le problème? C'est exactement ça. Moi je dis, il faut se demander si le problème, c'est un problème de langue, c'est un problème d'origine, ou c'est un problème de gouvernance. Et dans ces trois propositions, moi j'estime que c'est un problème de gouvernance. Je vais reprendre l'exemple que l'intervenant, le pasteur, a pris tout à l'heure. Oui. Le pétrole qui va de la Sonara à Limbe, qui va à Douala, et lorsque les stations veulent avoir elles doivent remonter à la CDP. Remonter à Douala. Mon village, c'est Ngambé. Ngambé est à côté, je dis, quelques kilomètres de Songloulou. Songloulou, c'est comment on appelle ça? C'est une centrale. C'est une centrale électrique qui nourrit même les pays voisins. Dans mon village, en Ngambé, on passe des mois sans électricité. Ah bon? Je le dis haut et fort. Si. Dans mon village, il n'y a pas d'électricité. Entre Ngambé et Ndom, c'est les voisins. Hein. Je dis, dans le mien, dans mon village, à moi, on vient tout juste de faire des installations. Et quand il pose ce problème-là, je lui dis, j'ai exactement le même problème, monsieur. Sans que ça ne pose un problème de séparation. On n'est pas en train de vivre des situations différentes. Je dis que le problème camerounais est un problème de gouvernance. On ne peut pas, dans un pays où il y a des gens qui ne parlent qu'anglais, estimer qu'on peut ratifier les textes en français sans avoir de texte en anglais. On ne peut pas le faire. On parlait il faudrait aussi préciser que lors des élections présidentielles, il y a des candidats anglophones. Et s'ils avaient été élus, on aurait eu un président anglophone sans que cela ne pose de problème. Il y a des trucs même sur lesquels il devrait revenir. Par exemple, le journal officiel, le journal à la CRTV. Ici, dans d'autres pays, il y a quelqu'un. Quand on parle d'intégration aujourd'hui, parce que l'autre a parlé des minorités, lorsqu'on commence à considérer ces minorités, on va parler des soumiers, on va parler de ceux qui sont aveugles, on va faire ceci. Donc, si moi je suis, par exemple, soumier, et on est en train de faire le journal à la CRTV, considérant également que tout Camerounais qui travaille paye une redevance. Oui. Voilà. Donc, je suis en train de regarder ça. Moi, le soumier, je fais comment? Ce sont des choses qu'on devrait également intégrer dans notre pays. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais dans le plan que, par exemple, certains sont en train de poser par rapport à la question anglophone, je pense qu'ils sont en train de très mal le poser. Et puis, il y a aussi beaucoup d'extrapolation. Oui, il y a des gens qui, peut-être, que ceux qui, de façon professionnelle, posent le problème, il y a autour d'eux ceux qui n'ont pas compris de quoi il est question. On revient dessus tout à l'heure. Oui, Théo. Il y aura de l'extrapolation et il y aura des manipulations. Vous savez pourquoi? Non. Parce que dans ce pays, on a des barbares
qui décide de tout traiter par la brutalité. J'estime que lorsque des étudiants n'ont pas porté les cailloux et les armes, vous n'avez pas le droit d'aller les prendre chez eux, alors qu'ils sont chez eux, les molester et les mettre dans les camions et estimer qu'ils seront contents et que leurs parents seront contents et que ceux qui regardent ça, même à l'extérieur, vont se dire ok, tout va bien au Cameroun. Et je voudrais quand même dire au professeur que la minorité au Cameroun n'est plus linguistique. Il faut bien qu'on s'accorde là-dessus. Parce qu'au Cameroun, on ne peut plus réellement dire qui est anglophone. Et c'est ça le problème que j'ai posé à mes camarades qui ne font que me rejeter sur les réseaux sociaux. Je leur ai dit, si ce n'est qu'un problème de langue, alors je suis votre frère. Parce qu'une grande partie, j'ai travaillé dans la zone anglophone, j'ai fréquenté dans la zone anglophone, j'ai fait une grande partie de mes études en anglais. Et je peux vous affirmer que le système éducatif anglo-saxon existe au Cameroun et qu'il fonctionne, puisque j'en suis un produit. Donc on ne peut pas venir dire que le système n'existe pas, ou alors qu'il est annihilé. Même si on peut effectivement se poser le problème comme le problème de l'INSET, où on n'envoie que des francophones dans des écoles anglophones où ils ne parlent pas français, où ils ne parlent même pas anglais, ça c'est vrai, c'est un problème réel. Le problème de gouvernance est celui qui nous dérange le plus. Avec des gens qui gouvernent normalement, on n'envoie pas des francophones dans des écoles anglophones où ils ne parlent pas français. On n'envoie pas un procureur de la République venir faire des réquisitions en français dans une juridiction où des gens ne parlent qu'anglais. C'est des problèmes réels, mais je dis que ce sont des problèmes de gouvernance. Ce n'est pas une question linguistique. Moi, j'ai eu un professeur chez moi, donc j'ai eu un professeur qui parlait uniquement anglais qu'on a envoyé chez nous. Il avait du mal à s'en sortir. D'accord, oui, allô? Oui, je voudrais juste les propos de Théo par rapport à la fusion anglophone. Oui. Moi également, j'ai fait dans la zone anglophone, pas moins de 15 ans, un système éducatif anglophone et tout. Et la vérité, en fait, c'est que, comme il le dit, le système anglophone, il fonctionne. Il fonctionne parfaitement, le système d'éducation anglophone. Mais maintenant, quand tu as envoyé, je ne sais pas, un fonctionnaire anglophone dans une zone anglophone, spécifiquement, c'est bien. Mais n'oublions pas qu'à la fonction publique également, quand on veut t'employer sur ton contrat, il est prévu que tu es prêt à travailler n'importe où. C'est appliqué chez les francophones comme chez les anglophones. Donc, il n'y a pas que les anglophones. Si, par exemple, on prend, je ne sais pas, quelqu'un du Nord, quelqu'un de Mora, on lui dit que, bon, ok, mon cher ami, tu vas travailler à Witikum. Il n'a pas le choix. Il a écrit, il a signé. Tout comme si on prend également quelqu'un de, je ne sais pas, quelqu'un de Witikum et inversement, on l'envoie à Mora et tout. Donc, c'est vrai qu'il faudrait voir bien analyser les postes, faire comme dans les entreprises, faire une réelle étude et des postes et des besoins des fonctionnaires selon où est-ce qu'on doit les envoyer. Si totalement on envoie uniquement les anglophones dans une partie anglophone du pays comme fonctionnaires et tout, mais les francophones, ils font comment? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont supposés être bilingues, vous allez dire, mais les fonctionnaires également sont supposés être aussi bilingues. Donc dernièrement, on était en train de parler de bilinguisme, fêter le bilinguisme et tout. Quand maintenant l'État reste sur une stratégie permettant à tout le monde, entre guillemets, d'être bilingue, bon, ça crée plutôt des remous. Il y a des anglophones également qu'on a envoyés au Cap, qu'on a envoyés dans les zones francophones, qui font des efforts que j'admire beaucoup à parler français, à communiquer en français, et parfois ils s'en sortent même mieux que d'autres francophones. Donc pourquoi est-ce que l'inverse ne pourrait pas se faire? Je pense que si on s'engage à œuvrer pour les fonctionnaires et tout ça, il faudrait que l'on essaye de voir comment on peut faire un minimum vraiment pour rendre le service pour lequel on est payé. C'est juste ce que je voudrais dire. Levons un peu l'équivoque sur le fait que non, les enfants travailler dans les zones anglophones et les francophones doivent travailler dans les zones francophones. Chacun doit faire des efforts. C'est pas tout le monde qui sort, je ne sais pas, ingénieur en biochimie qui va travailler en biochimie. Théo ne semble pas très d'accord. Je ne suis pas aussi
parce qu'ils se sont reconvertis. Donc c'est ça. Merci. D'accord, merci Hervé. Théo et Pasteur Othon ne sont pas d'accord. Pasteur Othon, je ne suis pas d'accord, ne partage pas, je ne suis pas d'accord de Théo. Oui, prenons le vote et voilà. Pour Théo. Je ne suis pas d'accord se pose à ce niveau. Lui, il propose, il dit, que tu sois francophone ou que tu sois anglophone, on t'envoie en côté anglophone, tu te débrouilles et tu fais. Moi, je ne dis pas, je ne résous pas le problème de cette façon. Je suis en train de résoudre le problème, ma proposition serait celle-ci, de faire la promotion du bilinguisme. Donc, de faire de l'État du Cameroun un État réellement bilingue, où tous les Camerounais sont bilingues. Et lorsqu'on a des personnes bilingues... Mais c'est possible ça, parce que même au Canada, ça n'a pas marché. Hein. Ça marche pas. Au Canada, les francophones ne sont pas... le français n'est pas suffisamment parlé. C'est le contraire du Cameroun. Oui, c'est que le problème c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut garder ses identités, du genre je suis francophone, je suis anglophone, voilà, et tout le reste, on dit aujourd'hui au Cameroun, les anglophones sont considérés comme les plus bilingues. C'est pas parce que leur français, vraiment, c'est ça, hein, mais ça veut dire qu'ils parlent. Donc on amène également les francophones à parler anglais. D'accord. Et aujourd'hui, on va trouver, si on voudrait m'envoyer à gauche, on va m'envoyer à gauche. Si on veut m'envoyer à droite, on va m'envoyer à droite. Je refuse le système que Théo partage, qui voudrait que qu'on forme, que ceux qui sont anglophones aillent travailler dans des zones anglophones et que ceux qui sont francophones aillent travailler dans les zones francophones. Théo, je refuse ça. Prenons son point de vue nationale. Je vais préciser ma pensée. Oui. Je dis que vous ne pouvez pas, et je le répète, je vais prendre un simple exemple. Vous êtes accusé de meurtre. Imaginez que vous ne l'avez pas commis. Vous êtes au tribunal. Quelqu'un vient et vous parle chinois. Vous ne comprenez rien à ce qu'il raconte. Et vous estimez que ce que vous vivez est normal. C'est contraire à la déclaration des droits de l'homme. C'est contraire à toute éthique même, à toute justice. Je dis que vous ne pouvez pas envoyer un procureur ou un juge dans une juridiction dans la zone anglophone et qui ne parle pas français, et qui ne parle pas anglais, pardon. Et c'est la même chose pour les enseignants. On ne peut pas avoir des traducteurs pour... Non, je dis ceci. L'anglais et le français sont des langues officielles de ce pays. Oui. Si vous devez envoyer un francophone dans une école anglophone, assurez-vous qu'il parle anglais. C'est tout ce que je dis. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un qui ne parle pas anglais dans une école anglophone. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il va enseigner aux enfants? Est-ce que vous imaginez un fonctionnaire, je vais prendre un simple exemple, dans une caisse, dans un service public, à Yaoundé ou à Douala, et tous les usagers francophones qui viennent, ils leur parlent anglais? Est-ce que c'est imaginable? C'est des choses qui ne se vivent pas dans la zone francophone, mais qui sont réelles dans les zones anglophones. Il y a quelqu'un dans une caisse à l'université de Boya, une année, qui est là, il parle français, alors qu'on vient payer le droit universitaire. Tu parles le français à des gens qui ne comprennent pas, ou alors qui ne sont pas supposés comprendre le français. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez envoyer des gens dans des écoles anglophones, assurez-vous que ce sont des francophones qui parlent anglais et qui peuvent bien transmettre. On en fait des Camerounais bilingues, totalement bilingues. C'est pas forcément le système qui les fait bilingues, c'est ce que je veux dire. Non. On ne peut pas forcer des Camerounais à être bilingues, il faut bien le savoir. Non, il y a pas un système politique. Dans le recrutement par exemple, si aujourd'hui, moi j'étais dans un recrutement récemment, où j'ai passé un entretien, et celui qui était en face de moi était un anglophone. D'accord? On a commencé en français et il a jeté un coup d'œil sur mon CV. Certainement, il a vu anglais-français. Du coup, il a changé. Et on se retrouvait en anglais. Dieu merci, je pouvais dire 2 mots ou 3 mots. J'ai commencé. Donc, quand on se met dans une situation où, parce qu'il y a ce problème, quand on dit qu'on envoie, on envoie. Parce que le système, tu as parlé de gouvernance tout à l'heure. Il y a ce système, il y a ce problème au Cameroun où on envoie les moins qualifiés. Il y a ce problème. On envoie des gens parce que c'est le frère de tel, c'est le cousin de tel. Moi, j'ai travaillé avec des gens dans une institution de ce pays. J'ai travaillé avec des personnes. On dit pour être cadre, il faut avoir une licence. Il y a des gens là-bas qui n'ont que le bac. Comment ils vont pour y arriver? Bon, et comment vous voulez qu'ils s'en sortent? Faire le procès du système. Oui, il faut le faire. Allô, bonsoir. Nous prenons ce dernier coup de fil, on va clôturer. Bonsoir. Oui. Je vais seulement vous poser à tous une question. Oui. On est en train de discuter au anglo, au francophone, langue, ceci, cela.
est-ce que quand vous prenez un billet de 1000 francs, quand vous regardez un billet de 1000 francs, bien quand vous partez à la banque, quand on vous paye, n'est-ce pas, vous voyez que chacun qui soit francophone ou anglophone sait qu'on l'a payé. Et il a son argent. C'est écrit dessus en français et en anglais. Laissons un peu les divisions là. Faisons que tout pour être bilingue, chacun de son côté. Tu es francophone, fais pour tout et tout, ne serait-ce que pour parler minimum, ne serait-ce que l'anglais, minimum, ne serait-ce qu'à 30%. Et pour les enseignants, les éducateurs et tout, faites le minimum pour qu'au moins dans vos matières, professionnalisez-vous. Sinon, on va devenir comme des gens qui viennent juste là, ils attendent la fin du mois pour aller en banque. C'est pas normal. Chaque ouvrier, chaque personne doit travailler. La Bible est claire là-dessus. Le paresseux, on ne doit pas nourrir le paresseux. Si on accepte qu'on est bilingue, ok, faisons des efforts pour être réellement bilingue et devenir normalement comme il devrait. Que le pourrir puisse la vie aux autres. Merci. Merci Hervé. Il y a une petite blague qu'on a eu l'habitude de se dire quand on était au lycée. Et on disait, le Cameroun est bilingue, mais les Camerounais ne le sont pas. On a souvent dit cela en riant, mais aujourd'hui ça devient un problème, une gageure, ça devient un mal à éviter. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, c'est un conseil, comme l'a dit Hervé, comme l'ont dit les panélistes ici, nous devons tout faire pour être réellement bilingue. Cela y va de notre intérêt. Voilà un recrutement de 1000 enseignants qui a été lancé. Ce n'est pas la résolution en elle-même du problème, mais c'est un début et il ne faudrait jamais négliger les tentatives de solution, les commencements de solution, parce que c'est de là que peuvent partir en réalité la résolution du problème en lui-même. Donc nous vous invitons à passer un très bon dimanche, un très bon week-end. Nous vous recommandons la grâce de Dieu. Merci Pasteur Othon. Merci, on se retrouve après la victoire des Lions. Ah d'accord, nous l'espérons. Voilà. Merci Théo, merci pour la disponibilité. Merci de m'avoir invité, merci pour cette émission. Il faut que l'Église puisse dire son mot dans l'actualité de notre pays. Il faut que l'Église se lève contre la mauvaise gouvernance et la brutalité des autorités administratives. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire chaque fois que nous avons l'occasion. Nous vous saluons et nous vous souhaitons de passer un très bon week-end sur ce. Au revoir.